comprendre ce qu'est l'économie collaborative, il faut savoir qu'il y a trois fondamentaux qui expliquent ce que c'est véritablement. Premièrement, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire. Donc, comment je peux maximiser l'utilisation des biens qui existent déjà? Le temps d'utilisation d'une voiture, le nombre de sièges dans la voiture, le nombre de pieds cubes d'entreposage, le nombre de pieds carrés de terrain ou de lieux de réunion, ou encore, par exemple, le temps de minutes d'utilisation d'une machine. Le deuxième des fondamentaux, c'est l'histoire d'un divorce. C'est celui entre le divorce, entre l'utilisateur et le propriétaire. Il est donc maintenant, dans le monde de l'économie collaborative, beaucoup plus facile de pouvoir avoir accès à un bien sans devoir nécessairement en être le propriétaire. Et troisièmement, l'autre et le dernier des fondamentaux, et c'est probablement là où c'est le plus difficile pour les autorités politiques et d'administration publique, c'est celle où on va diminuer au général, c'est l'abaissement général des barrières d'entrée dans les marchés, ce qui permet à n'importe qui ou une entreprise, grande ou petite, de pouvoir marchandiser, partager des biens, des habilités et du temps très facilement. Dans le monde de l'économie collaborative, le consommateur, l'utilisateur, maintenant il se retrouve devant une variété d'options qui peuvent lui permettre d'avoir accès immédiatement, facilement, à bas prix. Et c'est là où, dans le fond, le consommateur se retrouve à avoir énormément plus de possibilités sans devoir nécessairement alourdir son bilan avec des actifs dont il n'a probablement pas besoin plus que son temps d'utilisation. La croissance des pratiques collaboratives amène évidemment un paquet d'externalités, des externalités positives, mais aussi des externalités négatives. Et là, la question n'est pas est-ce que quelque chose est bien en soi? Rien n'est bien en soi. C'est comment est-ce que je fais pour développer un cadre qui va permettre aux avantages d'être maximisés et essayer de tempérer au maximum les inconvénients, les désavantages. Et c'est là où la doctrine générale qui doit nous guider, parce qu'il y a un rôle majeur pour l'État ici, et que l'État peut jouer ce rôle-là. Cette doctrine, c'est encadrer afin de mieux permettre. D'abord, il faut reconnaître qu'il est impossible d'encadrer ce qu'on n'est pas prêt à permettre. À l'inverse, il serait irresponsable de permettre une pratique si on n'est pas prêt ou capable de l'encadrer. Et pour savoir quelle est la définition de l'encadrement, bien ça va dépendre de toutes les pratiques parce que les externalités positives ou négatives vont varier selon qu'il y ait question de transport, d'hébergement, de financement ou encore de déplacement ou d'entreposage. Et donc là, c'est afin de mieux. Et afin de mieux, ça ne veut pas dire plus, ça veut dire afin de mieux au nom de l'intérêt général, du respect de la sécurité des individus, du respect de la contribution fiscale. Et donc, c'est cette approche-là qui va nous permettre d'arriver à maximiser les avantages, tempérer au maximum les inconvénients, encadrer afin de mieux permettre. L'économie collaborative, ce n'est pas seulement une nouvelle forme d'économie, c'est un bouleversement profond du cadre réglementaire et légal sur lequel nous appuyons l'ensemble du développement de nos lois et de nos règlements. Et si vous voulez voir le véritable test de ça, demandez aux autorités ou aux élus, est-ce que vous êtes en faveur de l'innovation? En fait, ça, c'est la mauvaise question. La meilleure question pour avoir une bonne idée de la réponse, c'est quel est votre niveau de tolérance au bouleversement? Et là, vous allez voir à quel point et pourquoi l'économie collaborative représente un défi aussi important pour les autorités politiques et pour l'administration publique. Bien, c'est parce que l'économie collaborative, contrairement à l'économie traditionnelle, change des paradigmes sur lesquels nous opérons depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et commençons par le premier, c'est-à-dire la propriété. Il y a eu cette définition de « je suis ce que je possède ». Lorsqu'on se retrouve en économie collaborative, c'est « je suis ce à quoi j'ai accès ». Et juste ce changement-là est majeur parce que prenez du monde de l'assurance au monde gouvernemental, on a tenté d'édifier les juridictions et les modèles d'affaires en faisant une adéquation entre une personne et les biens qu'elle possède et qu'elle utilise elle seule. Et là, je me retrouve à dire, non, il y aura quelqu'un, mais il pourra utiliser plein de choses à divers moments de la journée. Ou encore, il y aura un bien qui aura plein d'utilisateurs que je ne peux pas vous nommer aujourd'hui parce qu'ils changeront toujours. Et c'est là où on voit un bouleversement profond du cadre réglementaire sur lequel on a construit nos politiques publiques. Et c'est pour ça que l'économie collaborative est un réel choc. Au monde municipal, l'expression ultime de cette ségrégation des fonctions, où il y a une adéquation entre un lieu, un actif et une activité X, c'est le zonage. C'est pas que le zonage est mauvais, mais là, ça veut dire que si vous avez, par exemple, un bien qui est zoné à usage résidentiel, exemple un stationnement, il ne peut pas servir à d'autres fins. Il ne peut pas être loué lorsqu'il est vide, parce que ce serait un usage commercial. Mais de remettre en question le sacro-saint
ségrégation des fonctions, de remettre en question l'idée qu'un pied carré peut avoir une fonction et une seule, de remettre en question le zonage, c'est de brasser 1000 ans de réflexion d'autorité municipale. Alors, vous comprenez que c'est là que l'économie collaborative, ce n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution culturelle. Et comme nos lois et nos règlements sont construits d'abord sur une compréhension de nos patterns culturels, c'est pour ça que c'est un défi aussi important. Le réel potentiel qui s'offre devant nous avec celui de l'économie collaborative et qui va nourrir la démarche d'économie circulaire n'est pas un enjeu de technologie, c'est véritablement un défi de révision et de modernisation des politiques publiques, des lois et des règlements. Et c'est pour ça que c'est à ce point un défi majeur, parce que l'économie collaborative va émerger, pas seulement dans les grandes multinationales, mais aussi avec tout un pléthore de PME locales, d'organisations locales, de nos entreprises qui vont pouvoir en bénéficier, si et seulement si les lois et les règlements qui nous gouvernent sont modernisés en conséquence. À date, l'Angleterre et la France ont organisé leur État, ont organisé l'administration publique pour relever ce défi-là de la bonne manière. Au Canada, l'Ontario est probablement la province la plus en avance, pas parce que l'Ontario a les meilleures réponses, mais parce que l'Ontario s'est posé les bonnes questions. Et dans ce cadre-là, les villes québécoises et le gouvernement du Québec ont un extraordinaire défi devant eux, et donc il leur appartient tout de suite de lancer ce grand exercice de modernisation des politiques publiques afin de favoriser l'émergence d'une économie collaborative qui permette d'augmenter la productivité, avoir un meilleur bilan en développement durable et de doper l'entrepreneuriat. Voilà le défi qui se trace devant nous.